On va aller sur le front maintenant, parce que là aussi, il se passe pas mal de choses ces derniers temps et des choses intéressantes à noter, parce que les Russes sont en train de pousser très fort sur plusieurs points. D'abord, Avdiivka. Regardez ce qu'a dit le maire d'Avdiivka aujourd'hui. Des groupes de sabotage et de reconnaissance russes sont entrés dans la partie sud de la ville. Voilà ce qu'il dit, mais ils ont été repoussés. Cela dit, Sylvie Bermann, c'est important parce que c'est une première, hein. Les Russes n'avaient pas encore réussi à entrer comme ça directement dans la ville. Est-ce qu'on assiste à un début de basculement du côté d'Avdiivka? Alors c'est là, effectivement, la première fois depuis Bakhmout qu'ils arrivent à rentrer dans Avdiivka, même s'ils ont été repoussés par les Ukrainiens. Et en fait, ils ont commencé à Avdiivka quand les Ukrainiens étaient dans encore une phase de contre-offensive qui a été arrêtée par la suite par les Américains. Et je pense que c'est important également pour Moscou d'avoir une victoire, même si c'est une petite victoire, avant les élections du mois de mars. Comment les Ukrainiens, Didier, font pour tenir dans cette zone? Alors, c'est difficile. En ce moment, c'est difficile. Là, honnêtement, et pas que là. En fait, il y a 3 zones sur lesquelles les Russes poussent sur l'ensemble du front et grignotent sur l'ensemble du front. Avdiivka, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que c'est la petite partie qui est au sud, là, et surtout qui va le long d'une route qui, après, est la T0505, donc, et qui risque d'obliger les Ukrainiens à basculer, à reculer sur le fameux quartier numéro 9. Vous vous rappelez ces images que nous a fait Solène des gens qui, il y a la semaine dernière, c'est ce quartier-là. Parce que juste en dessous, en fait, il y a une forteresse, mais vraiment, une forteresse en face à 2 kilomètres en face de l'aéroport de Donetsk, qui est tenue par les Ukrainiens depuis 2015. Voilà. Et ça s'appelle Zénith, cette position. C'est une base qui est extrêmement forte et qui, aujourd'hui, est menacée, mais qui est menacée par cette avancée russe, alors que c'est un cadenas, un verrou extrêmement important pour la défense d'Avdiivka. Elle n'est pas encore prise. Il y a ça et une autre qui s'appelle la Fourmilière. C'est pas encore pris, mais les combats sont très durs pour les Ukrainiens, avec un énorme rapport de feu qui est de l'ordre de 10 contre 1. Les Russes tirent 10 obus pour un obus ukrainien. Donc on a sur cet endroit-là une position délicate. Alors après, derrière, si les Ukrainiens reculent, ils retomberont sur des positions qui sont des positions faciles à tenir. Mais celle-là était une très très bonne position et est en train de se faire grignoter. On a le même problème au nord face à Kupiansk, avec la prise d'un tout petit village qui s'appelle Kromalny, qui est sur la H26, où là aussi, cette avancée à cet endroit-là, alors c'est un village qui n'a aucun sens en soi, il fait 5 maisons, mais l'avancée russe sur un front de 5 km à cet endroit-là peut aussi menacer une partie de la position ukrainienne. Et puis il y a un troisième endroit qui est du côté de Veselier aussi, où il y a une progression russe qui est embêtante. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est, mais ce que je vous dis depuis une semaine ou deux, on est en train de voir les Russes essayer de reprendre ce qui avait été les avancées ukrainiennes. Avdiivka, c'est plus ancien. Mais on est en train de voir, en fait, sur l'ensemble du front, les Ukrainiens se rétablir un peu plus en arrière sur la ligne de départ de leur contre-offensive. Parce qu'ils seront sur des positions, et là, Kupiansk, c'est pareil, ils vont aller petit à petit, ils reculent en direction de l'Ossilk, et là, il y aura un arrêt net, parce que ça sera une rivière, et qu'ils seront sur la partie haute. Alors, ils sont en train de faire du combat de retardateur, donc ils freinent les actions russes en leur infligeant des pertes, mais ça recule un petit peu partout sur le front. Alors allons-y justement à Kupiansk, Catherine, parce que c'est vrai que c'est l'autre point très chaud pour l'instant pour les Ukrainiens. Ils arrivent à tenir maintenant, mais ils s'attendent à un assaut très important dans les jours qui viennent. Il y a un long article dans le Figaro aujourd'hui qui le raconte, beaucoup de témoignages de soldats ukrainiens qui le disent. Les Russes, peut-on lire, rassemblent des forces, ils vont essayer d'avancer. D'ailleurs, ils ne cessent de faire monter la pression depuis le 1er janvier, voilà ce qu'on peut lire. Et pourquoi ? Parce que les Russes ont une fenêtre de frappe grâce au gel des sols, tout simplement. Et ça, c'est le renseignement britannique qui nous l'a appris cette semaine. Les sols sont gelés et donc le terrain est plus favorable pour eux. C'est pour ça que ça presse de plus en plus sur ce point chaud de Kupiansk, Catherine. Oui, alors il y a plusieurs raisons. Il y a ce que vous venez d'énoncer. Il y a le fait qu'en effet, Vladimir Poutine voudrait bien avoir une victoire avant le 17 mars. Et puis il y a le fait que
Les Américains ont été très clairs et tous les alliés en disant aux Ukrainiens, vous devez vous installer en position défensive pour en gros passer quasiment toute l'année 2024, hein, sauf divine surprise pour les Ukrainiens, ça va être la stratégie à retenir. Donc les Ukrainiens renforçant actuellement toutes les lignes de défense comme les Russes l'avaient fait avec les fameuses lignes Sourovikine, hein, grossièrement, les Ukrainiens font la même chose que ce qu'avaient fait les Russes à ce moment-là. S'ils veulent réussir une percée, les Russes, ils ont intérêt à la faire le plus vite possible parce que les Ukrainiens renforcent leur ligne de défense pour tenir justement durant cette année. Il y a une course contre la montre. Il y a une course contre la montre, exactement, parce que les Ukrainiens n'ont pas encore toutes les munitions dont ils ont besoin, ils l'ont dit et répété, et en attendant que les Alliés soient capables de les fournir, de les fabriquer, il y a une énorme commande là, qui a été passée concernant les obus pour 1 milliard d'euros, etc., mais ce ne sera pas demain matin. Donc les Ukrainiens doivent tenir en défensive. Donc plus ils vont renforcer leur défense, plus ce sera compliqué pour les Russes, pour avoir même une victoire qui ne va pas faire basculer le sort de la guerre, mais qui au moins sera suffisamment utile à Vladimir Poutine pour qu'il puisse expliquer qu'il a eu une victoire sur le front. Et Sylvie Bermann, Kupiansk, c'est un nœud stratégique dans le Nord, hein. Oui, absolument, mais ça Kupiansk, il le visait aussi depuis très longtemps. Et c'était beaucoup plus difficile qu'Avdiivka. Maintenant, effectivement, ils sont les seuls à être en offensive, alors que les Ukrainiens sont sur la défensive. Par ailleurs, ils ont reçu, alors il y a le sol gelé, ils ont reçu également de nombreux obus, en particulier de Corée du Nord, et donc ils ont l'avantage de ce point de vue-là. Alors il y a un autre sujet évoqué dans le Figaro sur la vie dans les tranchées, et c'est vrai que ça nous a pas mal surpris en lisant ça, et je voulais vous entendre, peut-être vous Didier, sur la vie dans les tranchées, parce qu'on apprend, là aussi ce sont des témoignages de soldats qui disent aller aux toilettes c'est la mort, et donc au moment où ils vont dans les tranchées, ils disent qu'ils arrêtent de manger et ils n'avalent rien pendant 4 jours, ce qui paraît dingue comme ça vu le froid et tout, mais ils disent à chaque fois qu'il y en a un qui sort pour aller aux toilettes, voilà, il se fait tirer dessus. C'est vrai ou pas? Alors, au combat, c'est un enjeu depuis très longtemps. Je ne vais pas faire de publicité pour certains médicaments ici. Mais, grosso modo, en général, quand on va au combat, on se bourre d'Imodium parce que justement, effectivement... moi, je découvre ça, vraiment, je ne savais pas du tout. Ouais, on n'y pense pas forcément. On part jamais sans son Imodium, jamais. Et mais vraiment, et là, d'autant plus, mais c'est ce que disent toutes nos envoyées spéciales. Vous prenez Solène, Karen, Charline, elle vous dit tout ce qui a changé entre le début de la guerre et aujourd'hui, c'est la présence des drones. Même fumer une clope aujourd'hui hors de la tranchée ou dans la tranchée, c'est compliqué. Vous êtes obligé de rentrer dans le bunker. Les bunkers, ils ont été obligés de mettre des portes, même si c'est que des portes en bois, pour éviter que les drones puissent rentrer à l'intérieur. Il y a des filets partout. Ça devient de plus en plus compliqué parce que la présence permanente, le bourdonnement permanent des drones sur les tranchées, alors que ce soit des drones kamikazes qui rentrent dans les abris et qui explosent, ou des drones qui lâchent des grenades, c'est un enfer pour les soldats. Donc oui, vous évitez, tant que se peut, de sortir des abris, à part pour vous porter aux positions de combat pour arrêter un assaut, et qui en général, c'est après la fin d'un bombardement, parce que vous savez que quand l'artillerie va s'arrêter, vous allez voir débouler l'infanterie ennemie, et là, vous vous mettez en position. Mais oui, donc il faut éviter le plus possible d'aller s'exposer bêtement. Enfin, bêtement, il faut le faire. Hein. Donc, voilà, oui, donc éviter éviter de manger, ou alors manger bien du riz, faire des bons bouchons, et travailler à l'Imodium, c'est sur de l'opération, par exemple des opérations spéciales de quelques heures, ou pour ne pas être embêté, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Oui. Voilà, c'est du concret, c'est aussi ça la guerre. Sur le plan politique, bienvenue au Club des Poètes, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est la réalité de la guerre.